Merci d'être resté avec nous. Variole, diphtérie, polio, tuberculose, ces maladies ont fait des ravages par le passé, mais elles ont pu être freinées, voire éradiquées pour certaines, par un seul et même acte médical, la vaccination. Et pourtant, les Français se méfient de plus en plus des vaccins et remettent en question leur utilité, à tel point que la couverture vaccinale a baissé avec déjà des conséquences. Afin d'y remédier, le nombre de vaccins obligatoires vient d'être augmenté. Il est passé de 3 à 11 depuis le 1er janvier. Quels sont ces vaccins obligatoires? Pourquoi cela et pas d'autres? Est-ce qu'il y a des risques à se faire vacciner? Pour répondre à vos questions, 3 experts sont autour de la table. Le docteur Marie-Aliette Domergue, qui est pédiatre à l'hôpital du Chesnay, c'est en région parisienne. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, le professeur Daniel Floret, qui est pédiatre infectiologue. Bonjour. Bonjour. Et puis le professeur Didier Raoult, qui est microbiologiste à l'Institut hospitalo-universitaire de la Timone à Marseille. Bonjour. Bonjour. Auteur d'un livre dont on va parler dans quelques instants, mais avant, on va faire un petit rappel sur la vaccination. Alors, la vaccination, si la vaccination fonctionne, c'est parce qu'elle s'inspire de la nature, elle s'inspire de nos mécanismes de défense naturels. On voit aussi ici un globule blanc qui est attaqué par un organisme, une bactérie par exemple, ça aurait pu être un virus. Le globule blanc ne va pas seulement se défendre et détruire la bactérie, il va également le garder en mémoire afin de réagir plus rapidement et plus efficacement en cas de nouvelle attaque ultérieure et de produire les anticorps les plus appropriés. Voilà, c'est ce principe en fait que s'est développé la vaccination. Donc les vaccins contiennent soit un germe inactivé, soit un germe vivant mais atténué, ou encore il peut s'agir que d'un bout de germe qui est atténué. L'objectif, c'est quoi? C'est de déclencher l'action de notre système de défense, notamment l'action des cellules lymphocytaires. Elles mémorisent l'ennemi et produisent des armes particulières que l'on appelle les anticorps. Chaque vaccin entraîne les anticorps spécifiques et protecteurs pour une maladie donnée, dans une situation donnée. Alors, on a évidemment beaucoup de questions. La première, celle de Marion. Comment faire confiance aux vaccins alors que nous ne connaissons pas la plupart des effets indésirables? On va y revenir, vous allez répondre. Professeur Didier Raoult, vous avez écrit avec Olivia Recassens, c'est dit comme ça? La vérité sur les vaccins, tout ce que vous devez savoir pour faire le bon choix chez Michel Lafon. Est-ce que, à l'instar un peu de cette question, est-ce que la réticence qui est importante aujourd'hui des Français vis-à-vis de la vaccination est liée avant tout à une mauvaise information des patients et notamment des parents? Je pense que, en France comme ailleurs, à chaque fois que le gouvernement se mêle d'imposer des mesures vaccinales, il y a des réactions qui sont souvent incontrôlables. Moi, je me souviens, parce que j'ai été chargé de mission de ministre, y compris sur le problème des vaccins, il y a bien longtemps, il y a 15 ans. Juste après l'histoire du vaccin contre l'hépatite B. On n'en est toujours pas sorti. Maintenant, pourquoi? Tout est parti de l'obligation vaccinale du personnel de soins, pour lequel le doute doit profiter à celui qui est obligé, et que lever un doute entièrement est quelque chose qui est techniquement impossible. Et donc vous voyez, on en est encore maintenant, et c'est une des résurgences très très importantes, le vaccin contre l'hépatite B. L'Europe vient encore de dire que finalement, c'est peut-être pas sûr qu'il n'y ait pas un lien avec les roses en plaques. Le Conseil d'État vient de dire que finalement, ce que ne pense pas aucun scientifique, et moi pas du tout, j'ai fait organiser une réunion internationale au ministère sur l'hépatite B, dont j'ai été immédiatement viré parce que j'étais considéré comme faisant partie du lobby pro-vaccinal parce que je voulais qu'on refasse quelque chose sur l'hépatite B. Actuellement, le Conseil d'État vient de valider l'idée qu'il y a un professeur qui pense ça au monde, dans la région parisienne d'ailleurs, que ça donne des phagocytes à macrophages, et le Conseil d'État a dit mais pourquoi pas? Donc, si vous voulez, il n'y a pas une rationalité scientifique telle et irréversible qui fasse que les gens puissent nous croire. Donc tout doit être basé sur la confiance. Et moi, quand il y a eu H1N1, je posais la question régulièrement en cours, en demandant aux gens, est-ce que vous croyez Roselyne Bachelot ou est-ce que vous croyez votre pédiatre? Quand je dis demander pour Roselyne Bachelot, je m'excuse, c'est une très bonne animatrice, mais personne ne levait les bras. Quand je disais, écoutez, est-ce que vous prendrez le conseil de votre pédiatre? Il y en avait 80% qui levaient le bras. Donc ça veut dire qu'il faut revenir au conseil par les médecins. Si ce n'est qu'il y a aujourd'hui des médecins quand même qui sont méfiants vis-à-vis de la vaccination, ce qui complique encore le travail des parents. Une question de Salas. Est-ce qu'il y a une relation entre un quelconque vaccin et l'autisme, comme on le lit chaque jour sur Internet? Alors, je vais répondre à la question. Alors non, il n'y a pas de lien démontré entre quelconque vaccin et l'autisme. Cette polémique provient d'une polémique qui date déjà maintenant il y a un certain temps. Le docteur Wakefield, qui avait fait une étude au Royaume-Uni et qui suspectait un lien entre le vaccin contre la rougeole et l'autisme. Depuis, il y a eu de nombreuses études internationales dans le monde, plus de 10 études, qui ont comparé les populations vaccinées et les populations vaccinées, qui ont démontré qu'il n'y avait pas plus
d'autisme chez les enfants non vaccinés par le ROR que chez les enfants vaccinés. Cette étude a même été retirée d'ailleurs de la revue plus, scientifique. Voilà. De plus, cette étude était commanditée par un cabinet d'avocats qui avait un lobby anti-vaccinal à des fins financières. Et le Dr Wakefield avait fait cette étude qui comportait de nombreux biais méthodologiques et qui a été retirée non seulement sa publication a été retirée du journal. C'est exceptionnel. Voilà, ce qui est tout à fait exceptionnel. Les différents auteurs se sont également rétractés et le Dr Wakefield a été radié de l'équivalent du Conseil de l'Ordre au Royaume-Uni. Voilà, donc c'est tout à fait clair. Il n'y a pas de lien établi entre vaccin et autisme. Concernant les effets indésirables des vaccins, on a une question que je vais compléter. Comment faire confiance aux 11 vaccins alors que nous ne connaissons pas la plupart des effets indésirables? Et je compléterai, est-ce qu'on peut différencier un nouveau vaccin sur lequel on n'a pas de recul et un vaccin ancien sur lequel on a beaucoup de recul? Alors, je pense dire qu'on n'a pas de recul sur ces 11 vaccins, c'est une contre-vérité. Ces vaccins, ils sont dans le calendrier vaccinal depuis de nombreuses années. Ils sont utilisés dans le monde, dans tous les pays industrialisés. Donc, juste, on précise bien que c'est parmi ces 11 vaccins obligatoires. Avant, 3 étaient obligatoires et les autres étaient recommandés. Mais ils étaient déjà là. Il n'y a pas de nouveau vaccin qui soit pareil. Tout à fait. Et si vous prenez, par exemple, on parle beaucoup de l'hexavalent qui a fait scandale, soi-disant, 90% des nourrissons en France recevaient ce vaccin. Donc pour répondre à la question, quand un vaccin est commercialisé depuis longtemps, qu'il a été administré à des centaines de milliers de personnes, on a quand même assez d'éléments pour connaître les effets indésirables. Ce qui est quand même le cas des différents vaccins que reçoivent les nourrissons aujourd'hui. Il n'y a pas de nouveau vaccin, puisque le dernier qui a été introduit, c'est le vaccin contre les méningites bactériennes à méningocoque C, qui a été introduit et qui est recommandé en France depuis 2009. Mais on avait déjà 10 ans de recul sur son utilisation très large dans d'autres pays, dont le Royaume-Uni. Donc il n'y a pas de nouveaux vaccins, il n'y a pas de nouvelles maladies à prévention vaccinale. C'est 11 maladies pour lesquelles on dispose de vaccins déjà depuis longtemps. C'est simplement le statut qui a changé, ils étaient déjà recommandés. Après, il y a d'autres vaccins recommandés pour certains patients qui ont certaines maladies ou pour les voyages, etc. Mais là, c'est vraiment les 11 vaccins pour les enfants. Je pense que pour compléter, pour répondre à votre question, lorsqu'un nouveau vaccin est mis sur le marché, on n'a pas forcément un recul très important, puisqu'il y a eu des études, mais ces études, si on prend un des derniers vaccins qui a été mis sur le marché, le vaccin contre le papillomavirus, ces études comportaient 50, 60 000 personnes, ce qui est déjà considérable. Mais si on a un effet indésirable grave tous les 100 000, on ne le voit pas, par exemple. Mais ce qui n'est pas suffisant, en effet, pour mettre en évidence un effet indésirable très rare. Donc si on peut conclure, autant il est légitime d'avoir une certaine méfiance envers un nouveau produit, autant ça l'est nettement moins pour des vieux vaccins sur lesquels on a énormément de recul. Et de toute façon, lorsqu'on met en place un nouveau vaccin, comme un nouveau médicament, est mis en place en parallèle un système de pharmacovigilance renforcé qui doit permettre de reconnaître un effet indésirable rare qui est passé à travers lors des essais cliniques. Avec parfois des études spécifiques post-commercialisation qui vont rechercher certaines maladies plus spécifiquement très rares qui pourraient apparaître après la mise sur le marché une fois que de nombreuses doses sont administrées. Alors ça choque beaucoup de parents, l'obligation vaccinale, en considérant qu'il y a une absence de liberté, de décision de la façon dont on a envie de protéger ses enfants. Il faut quand même rappeler que la vaccination, c'est quand même un geste qui est collectif, ça n'est pas que individuel. Si vous voulez, moi, je comprends bien qu'en temps de guerre, si vous voulez, l'État se substitue à la liberté individuelle. Mais il n'y a pas de problème de santé publique actuellement avec ces vaccins, c'est pas vrai. Donc l'idée qu'on va mettre tout le monde en ordre et qu'on va tous les obliger à ça, à mon sens, il y a quelque chose que les gens ne perçoivent assez mal parce que c'est un peu subtil, c'est que le même vaccin qui est accepté par un patient ne déclenche pas les mêmes troubles qu'un vaccin qui n'est pas accepté. Ça s'appelle l'effet nocebo, c'est un champ émergent, qui est probablement le champ émergent. Je vous suggère de faire quelque chose un jour sur l'effet nocebo, parce que on va refaire. On voit ça maintenant, on voit les modifications métaboliques dans le cerveau, et que donc la manière de donner entraîne des changements considérables. Les vaccins, à peu près tous, donnent actuellement entre 5 et 10% d'effet nocebo. Tous.
D'accord. Donc c'est pas vrai que ça ne donne rien. C'est pas vrai que ça. Donc en dehors, moi je suis. Quand vous parlez d'effet nocebo, vous parlez d'un épisode fébrile, d'une douleur au point d'injection. Oui, des raches, toute une série d'événements autour de là. Donc on ne peut pas, si vous voulez, dire qu'il ne se passe rien après une injection n'est pas réaliste. C'est pas vrai. La deuxième chose, c'est que autant moi je suis en situation de guerre, y compris de guerre contre les virus, c'est-à-dire en période d'épidémie. Face à quelque chose qui est un problème, je comprends bien l'obligation vaccinale. Simplement, là, dans les vaccins qui étaient recommandés et qui maintenant deviennent obligatoires, il n'y a pas de problème de santé publique. Il n'y en a aucun. Hormis le climat actuel de défiance de la population qui existait avant. Donc ça n'est pas un problème de santé publique, c'est un problème d'émotion. Si vous croyez que vous allez guérir l'émotion en obligeant les gens à se vacciner, je pense que vous leurrez. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit du risque pour la santé publique. Mais si ce risque arrive, une baisse de la couverture vaccinale. Mais si ce risque arrivait, on pourrait toujours y répondre. Pour l'instant, ce risque, il n'existe pas. Moi, je vous donne un truc. Tout le monde s'excite sur la rougeole en ce moment. La couverture vaccinale qui baisse globalement en France, c'est un risque malgré tout qui devient un enjeu de santé publique ou pas ? Écoutez, non. La couverture vaccinale ne diminue pas. Le seul qui était vraiment bas, il y avait deux problèmes. Le premier, c'est qu'au début, nous ne savions pas qu'il fallait faire 2 injections pour la rougeole parce que c'est un virus vivant et que donc on n'a vacciné qu'une fois et on s'est rendu compte que les gens qui avaient été vaccinés normalement, et donc il y a un retard sur la deuxième vaccination parce qu'il faut que les gens le comprennent. La deuxième chose, c'est à cause d'une intervention politique, encore une fois, qui est essentiellement celle de Kouchner, sur l'hépatite B, on a pris un recul qui est mondial du fait d'une défiance extraordinaire parce qu'on a arrêté au milieu du gué une stratégie vaccinale. Cette couverture... Non, oui. C'est Kouchner qui l'a arrêté. Ah, qui l'a arrêté. Ah oui, d'accord. Et là, actuellement, on est en train de remonter, on doit être à 66%. De toute manière, vous savez combien il y a d'hépatite B en France par an ? C'est monstrueux, l'hépatite B. Combien il y en a par an ? Vous 500 000 Oui, on le sait. Oui. 120. 140. Il y a peut-être 10% qui deviendront chroniques. Ah non, c'est pas vrai. Si, Ah non, bien c'est sûr. pas vrai. C'est une déclaration obligatoire. On va peut-être pas rentrer dans le débat de l'hépatite B. Les séroconversions de l'hépatite B, c'est 120, 140. Oui, sauf qu'il y en a 1 sur 5 qui est symptomatique. Alors, si le sujet reste sur la campagne de vaccination, pour ne pas trahir votre propos, ce que vous nous dites, c'est que la vaccination, c'est un acte de confiance, qu'il y a une certaine défiance et que finalement, l'obligation ne peut que renforcer cette défiance. Exactement. Pour résumer. On est d'accord ? Je peux lancer un sujet ? Vous pouvez lancer un sujet. Comme ça. Se faire vacciner reste un acte médical. Il faut respecter certaines règles et précautions. Quelles sont les contre-indications à la vaccination ? Le point avec Alexandra Combe, Pierre Lascar et Olivier Laporte. Bonjour, entrez, asseyez-vous. Kylian a 6 ans et sa mère l'emmène aujourd'hui pour son rappel de vaccin obligatoire. Et comme à chaque fois, avant de vacciner, le pédiatre vérifie qu'il n'y a aucune contre-indication médicale. Et voilà. Et en ce moment, il n'a pas de fièvre, il ne tousse pas. Il a un peu le nez qui coule. Juste le nez un peu qui coule. Il n'a pas mal à la tête, il a bien dormi ces derniers jours, il ne se plaint de rien, sauf d'être un petit peu enrhumé. Hein. Voilà, c'est tout. OK. Allez, viens chérie, on va ouvrir grand la bouche, que je termine de t'examiner. Tire la langue dehors. Ah, magnifique. Alors, on va faire le vaccin. L'important, c'est de dépister une contre-indication temporaire. Par exemple, un enfant qui est très malade, on ne le vaccine pas le jour, s'il avait 39-40 de fièvre, s'il vomissait, s'il avait une diarrhée. Et la deuxième chose, c'est important pour dépister s'il n'a pas une allergie lors des injections précédentes de vaccin. Il n'en a pas, donc on peut le vacciner sans aucun problème. Est-ce que tu sais compter jusqu'à 5 ? Oui. Vas-y, compte jusqu'à 5. 2, 3, 4, 5. Ça y est, c'est fini, le vaccin est fait. Bravo. Voilà, monsieur. Qu'elles soient temporaires ou définitives, les contre-indications médicales à la vaccination sont extrêmement rares. En ce qui concerne tous les types de vaccins, la vaccination est contre-indiquée provisoirement lorsque le patient est atteint d'une maladie aiguë avec fièvre. Au cours d'un épisode infectieux, votre système immunitaire il est déjà occupé à traiter l'infection en cours. Et donc ça ne paraît pas très judicieux de venir administrer un vaccin qui a pour objectif justement d'aller sensibiliser le système immunitaire juste à un moment où il est déjà occupé à autre chose. Autre contre-indication, en cas d'allergie grave à l'un des composants du vaccin, par exemple à certains antibiotiques, aux protéines de l'œuf pour le vaccin contre la fièvre jaune ou encore à la gélatine. Ce sont des gens qui ont fait, dans l'heure qui a suivi le vaccin, un urticaire géant, parfois un œdème de Quincke, c'est-à-dire un gonflement, une gêne respiratoire, etc. Et au pire, c'est ce qu'on appelle un choc anaphylactique, c'est-à-dire une grande détresse brutale au décours du vaccin. Ça, l'incidence estimée est moins de 1 sur 500 000 doses. Donc c'est vraiment exceptionnel.
Autre contre-indication pour les vaccins dits vivants atténués. Elle concerne les femmes enceintes. Ces vaccins contre la rougeole, au rayon rubéole ou encore la varicelle contiennent un agent infectieux vivant. Il existe un risque théorique de passage du virus chez le fœtus par le biais du placenta. Par précaution, on préfère donc éviter de vacciner pendant la grossesse. Pas de vaccination non plus pour les patients immunodéprimés, c'est-à-dire avec un système immunitaire trop faible pour les protéger. Prenons un exemple. Un enfant qui est immunodéprimé parce qu'il a un traitement lourd pour une maladie grave, s'il est scolarisé et que son voisin de classe n'a pas été vacciné et qu'il attrape une rougeole, par exemple, cet enfant qui est immunodéprimé, donc qui n'a pas les défenses nécessaires, il va faire une rougeole gravissime, potentiellement mortelle. D'où l'importance de vacciner ceux qui peuvent l'être pour protéger ceux dont la vaccination ne peut pas être possible. Attention aux idées reçues sur les contre-indications médicales. Pour le vaccin contre l'hépatite B, par exemple, bientôt obligatoire pour les enfants de moins de 2 ans, aucun lien de cause à effet n'a été établi entre ce vaccin et l'apparition de la sclérose en plaques. Dans des familles où il y a une sclérose en plaques, ça peut être chez la grand-mère, chez la tante, il y a une certaine réticence encore des parents à vacciner leurs enfants, alors qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun élément pour le faire, et même les associations de patients qui ont une sclérose en plaques se sont prononcées en faveur de la vaccination. Dans les cas exceptionnels où une contre-indication à la vaccination est justifiée médicalement, le médecin établit un certificat médical qui permet par exemple d'inscrire un enfant à l'école ou à la crèche. Des témoignages, Michel qui nous dit qu'il a perdu sa première fille à 14 mois du d'encéphalite. Il y a un vaccin depuis, il hait les anti qui souvent ont été vaccinés, eux. Alors, dans le domaine de la vaccination, on se rend compte qu'il y a des histoires dramatiques, comme en médecine en général, mais il y a aussi un débat très passionnel. Il y a les pros et il y a les anti, et ce n'est pas du tout un débat scientifique apaisé, alors que le débat scientifique, par essence, c'est la contradiction. Donc, qu'est-ce qui explique ce côté passionnel, d'après vous? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas discuter sereinement de vaccination, que ce soit sur Internet? Surtout en France. Non, pas surtout en France. C'est partout. C'est partout. On est dans le domaine de la croyance, là. Enfin, oui, et c'est pas d'aujourd'hui. Allez lire Voltaire, allez lire Diderot, d'Alembert. Vous trouverez déjà des controverses sur la vaccination. Donc, ça a toujours existé. Les controverses, elles sont nées avec la vaccination, qui est vécue comme quelque chose d'artificiel par rapport à la maladie qui est vécue comme quelque chose de naturel. Sauf que la maladie, quand même, de temps en temps, elle tue. Voilà. C'est une injection dans un corps sain. Bien sûr. Ouais. Donc c'est cette peur, je pense, d'introduire un élément étranger qui a toujours existé, effectivement, à l'époque, début de la vaccination. Une question des professionnels de santé. Pourquoi vacciner un nourrisson contre l'hépatite B alors que les modes de contamination sont les relations sexuelles et le sang? Ça, c'est une question que posent très souvent les parents, là, ces professionnels de santé. C'est une bonne question. Pour revenir sur l'aspect scientifique, si vous voulez, c'est pas si simple. Une fois qu'on a dit que les vaccins avaient un usage et qu'ils avaient une place, si vous voulez, mais je vois, moi, le tableau des recommandations en France et celle du CDC aux États-Unis, ils n'ont rien à voir. Je suis d'ailleurs beaucoup plus d'accord avec celle du CDC qu'en France. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, les choses qui m'intéressent, c'est la santé publique et c'est pas le passé. Les maladies qui sont les plus communes chez l'enfant, j'espère que les pédiatres, praticiens sont d'accord avec moi, c'est la varicelle, la grippe et le rotavirus. Nous répondre à l'hépatite B pour répondre à la question? Oui. Non, mais aux États-Unis, je pense que c'est pour ça que là, il y a une espèce de moment où les enfants sont prisonniers de la stratégie vaccinale, donc on leur fiche tout. Moi, je suis d'accord qu'il y a un moment où on fait les vaccins pour les tout-petits, il y a un moment où on fait les vaccins pour les préadolescents, et d'ailleurs, je pense qu'il faut l'étendre. C'est-à-dire que je pense que HPV, il faut le faire aussi bien aux garçons qu'aux filles, parce que les maladies sexuellement transmises pour lesquelles on vaccine que les filles, c'est un truc qui est délirant. C'est un truc étrange. Donc il y a un vrai pour réduire, juste, je dis, le risque de cancer du col de l'utérus. Oui. Et en fait, on sait qu'il y a beaucoup de cancers maintenant de l'amygdale et de cancers anorectaux chez les garçons qui sont liés au papillomavirus. Et que c'est une maladie sexuellement transmise. Oui, mais vous dites que c'est délirant, mais il y a 3 pays au monde qui vaccinent les garçons. Alors donc, ça veut dire que... Et ce sont toujours ceux qui ont le plus d'avance, donc c'est le CDC des États-Unis. Donc il y a une vaccination... l'hépatite B, en tout cas, chez les nourrissons. Alors, l'hépatite B chez le nourrisson, c'est vrai que l'hépatite B, c'est une maladie qui est une maladie actuellement sexuellement transmissible et que l'idéal serait de vacciner à l'adolescence. Les préadolescents. Sauf les préadolescents. Sauf que personne ne sait comment vacciner les préadolescents. Alors que la vaccination du petit nourrisson est très efficace,
on a un recul. Certains pays, Taïwan, etc., ils vaccinent depuis 30 ans. Les enfants à la naissance. Donc on sait que c'est très efficace, que ça protège à très long terme et que c'est très bien toléré. Voilà. Alors qu'on sait très bien que si on dit on vaccinera à l'adolescence, on ne vaccinera pas. Surtout chez nous, où nous n'avons pas de système organisé pour vacciner dans les écoles, etc. Donc, dire qu'on va vacciner à l'adolescence... Quand on voit le taux de vaccination des filles avec le papillomavirus, il est quand même pas élevé en France. Oui, tout à fait. D'une manière générale, les couvertures vaccinales chez l'adolescent sont insuffisantes, quel que soit le vaccin considéré. C'est une vraie question. D'accord, on a l'intersection. C'est comment on vaccine les préadolescents. Il faut avoir une vraie réponse politique à ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on passe par la médecine scolaire? Moi, la seule obligation pour laquelle je pense qu'on devrait avoir une obligation de consultation vaccinale annuelle pour tout le monde. Parce que les femmes enceintes ont des spécificités, les hommes homosexuels ont des spécificités. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui leur conseille. Je suis aussi contre la vaccination, d'ailleurs, par les pharmaciens, parce que ce n'est pas les pharmaciens qui vont demander aux gens s'ils sont homosexuels. Enfin, donc, souvent, les pharmaciens connaissent bien leurs patients, leurs clients, patients, comme vous dites. Oui, mais il y a souvent un lien très fort, en tout cas en France. Il y a un lien très particulier avec le médecin, qui est le secret professionnel, ce qui est une chose qui est particulière. Donc moi, je pense qu'il faut effectivement avoir des vaccinations qui soient dédicacées en fonction des risques auxquels les gens sont exposés, et qu'il faut les remettre à jour en permanence, parce qu'il y a des vaccins qui ne sont plus à jour, et parfois on met énormément de temps à reconnaître que ces vaccins ne sont plus nécessaires. Je pense qu'il y en a un auquel je suis très attentif, c'est le vaccin polio vivant, qui a été une catastrophe. Ces 30 dernières, c'est une catastrophe. On a donné des poliomyélites aux gens. Il y a eu une épidémie de polio 2 au Mexique, vous le savez. Oui, mais enfin, ça a quasiment permis d'éradiquer la polio dans les pays du tiers-monde. Non, mais on n'est pas un pays du tiers-monde. Vous savez combien il y a de poliomyélites autochtones en Europe depuis 40 ans? Oui, aussi bien que vous. On va passer à un autre risque qui inquiète beaucoup les gens. Christophe qui nous dit vaccin par injection intradermique, d'accord, par injection intramusculaire, pas d'accord, à cause de la présence d'aluminium. Une petite réponse. Antoine, en sujet. Une réponse, j'ai une réponse tout à fait en sujet de l'aluminium dans les vaccins. Je ferai une réponse personnelle, je ne me serais pas permis. L'aluminium des vaccins est-il dangereux pour la santé? Les travaux du professeur Romain Gérardi, chef de service à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, ont relancé il y a quelques mois le débat autour de cette question polémique. Le point avec Ludivine Favrel, Benoît Lordelot et Hervé Droguet. L'introduction de sel d'aluminium dans les vaccins, cela remonte à l'année 1926 et c'est un immunologiste britannique qui en a eu l'idée. Cet élément chimique stimule en effet le système immunitaire et accroît le niveau d'anticorps dans l'organisme. En clair, il rend les vaccins plus efficaces, c'est un adjuvant. Mais pour cette équipe de scientifiques, il y aurait des risques pour la santé. Contrairement aux idées reçues, l'aluminium ne s'éliminerait pas facilement de l'organisme. Il est persistant. 9 mois après, on en trouve encore dans l'organisme de la souris, dans le muscle injecté, par exemple. La deuxième chose, c'est que cet adjuvant-là, il est transloqué. Ça veut dire qu'on on l'injecte dans le muscle, un des muscles de la patte de la souris, et 9 mois après, on va en retrouver dans la rate, on en retrouve dans les ganglions lymphatiques, on en retrouve également dans le cerveau. Mais ces traces d'aluminium dans le cerveau ne se retrouvent pas chez tous les rongeurs. Seules les souris ayant reçu la plus faible dose sont concernées. Ce n'est pas la dose qui fait le poison, puisque les études de neurotoxicité chez la souris ont montré que c'est les faibles doses qui donnent l'augmentation de l'aluminium cérébral et qui donnent des troubles du comportement des souris. Ce qui veut dire que le paramètre quantitatif n'est pas suffisant pour expliquer les éléments toxiques. Et nous pensons que c'est la taille des agglomérats. C'est-à-dire que quand on met des faibles doses, ça fait des petits agglomérats qui sont plus faciles à capturer par les cellules immunitaires et à transporter à distance. Autre volet des recherches, la génétique. Grâce à une étude menée sur plus de 300 patients, l'équipe du professeur Gérardi avance que seules certaines personnes développeraient des effets secondaires liés à l'aluminium. Les gens qui n'ont pas les variations génétiques, quand ils rencontrent l'adjuvant, ils ne sont pas malades. Mais quand il y a la prédisposition génétique plus l'adjuvant, eh bien, ça fait une impossibilité de se débarrasser de l'adjuvant, ça fait une immunostimulation chronique et ça fait un syndrome de fatigue chronique à l'arrivée. Que penser alors de ces travaux? En mars dernier, le Conseil scientifique de l'Agence du médicament a rendu un avis dans lequel il conclut « En synthèse, le projet d'étude propose des pistes de réflexion intéressantes, mais qui méritent d'être davantage étayées et détaillées. » Un avis partagé par l'Académie de pharmacie. Pour elle, les recherches menées sur le modèle animal sont insuffisantes et elle pointe aussi un manque de rigueur. Ces études ont été faites
avec de l'adjuvant seul, c'est-à-dire avec on va appeler ça de l'aluminium seul, mais pas avec le complexe adjuvant et vaccin, c'est-à-dire vaccin qui peut être un virus, qui peut être des protéines virales, qui peut être une bactérie. Donc ça a été fait avec de l'adjuvant seul, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que si on utilise le complexe vaccin adjuvant. Donc ça aussi, ça reste à vérifier. Cette association qui milite pour des vaccins sans aluminium est consciente de la nécessité de poursuivre les recherches. Nous souhaitons qu'il y ait une recherche la plus rapide possible sur les alternatives à l'adjuvant aluminique. Il nous faut des vaccins sans aluminium, soit sans aucun adjuvant, ce qui est possible parfois, soit avec des adjuvants alternatifs comme le phosphate de calcium, puisque l'Institut Pasteur l'a mis au point, l'a développé et l'a utilisé dans tous ses vaccins dans le monde entier de 1974 à 1986. Problème, l'Agence du médicament qui a financé les travaux initiaux du professeur Gherardi à hauteur de 150 000 € ne serait pas en mesure de subventionner les futures recherches. Pour l'autorité qui rappelle que les résultats de cette étude ne remettent pas en cause le rapport bénéfice-risque des vaccins avec de l'aluminium, l'association et les chercheurs doivent se tourner vers des fonds publics ou privés. Somme à trouver pour les futurs travaux, 670 000 €. Alors s'il y a des solutions alternatives qui ont été utilisées longtemps, pourquoi on ne continue pas ? Le phosphate de calcium a été utilisé, en effet, dans un vaccin qui était utilisé en France, pas dans le monde entier. Il n'était ni mieux ni plus mal que les autres. Il a été abandonné pour des raisons industrielles, notamment parce qu'aucun autre pays et aucune autre firme n'utilisait le phosphate de calcium. Et si on voulait refaire maintenant un vaccin avec du phosphate de calcium, il faudrait 5 à 10 ans pour faire des études, etc. Et pour un vaccin qui n'est demandé que par quelques pourcents de la population française. C'était quoi comme vaccin ? C'était le tétracoque. D'accord. Alors une question auquel on a répondu, c'était pourquoi ne renseignez-vous pas les gens sur les adjuvants que contiennent les vaccins ? C'est là que se situe l'inquiétude, donc c'était le thème du sujet qu'on vient de voir. On explique quand même l'utilité d'un adjuvant ? Oui. Les adjuvants sont nécessaires. On a entendu qu'on peut faire sans adjuvant, ce qui est rare. Oui, on peut faire sans adjuvant, notamment pour les vaccins vivants. Les vaccins vivants n'ont pas besoin d'adjuvant. Mais par contre, pour les vaccins inactivés, le processus d'inactivation détruit un certain nombre de sites au niveau de l'antigène qui font que la réponse immune est insuffisante. Et l'adjonction d'un adjuvant, ça permet de renforcer la réponse immune, d'avoir de plus grandes réponses, d'avoir des vaccins plus efficaces, d'avoir des vaccins qui vont nécessiter moins de doses, moins de rappels. Voilà, c'est quand même et puis, quand même... il ne faut pas remettre en cause, les travaux de Gherardi sont intéressants, mais il faut quand même regarder la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est que l'aluminium est utilisé dans les vaccins depuis 90 ans, dans tous les pays du monde, et qu'aucun pays, à part la France, ne remet en cause la sécurité de l'aluminium. Des milliards de doses, quoi. Et l'aluminium fait partie de notre environnement. Il y en a dans les aliments, dans l'eau, dans notre organisme, de manière normale, dans les différents organes, voire dans le cerveau, sans que ce soit forcément pathologique. Et c'est une exposition chronique et importante. On sait que l'exposition chronique est à des doses fortes et délétères. En ce qui concerne les petites doses et des expositions aussi infimes que l'aluminium qui est contenu dans le vaccin, il n'y a absolument aucune preuve au jour d'aujourd'hui qui puisse faire penser que ça comporte un risque pour la santé. Ce sont vraiment des doses infimes et qui sont contrôlées. Je pense que c'est important de... Je suis d'accord, je ne crois pas du tout que l'aluminium pose un problème. C'est inexact de dire qu'il n'y a qu'en France. Aux États-Unis aussi, il y a les mêmes questions autour de l'aluminium. Donc il y a dans les stratégies des gens... Quelques-uns. Oui, on va dire que concernant les publications scientifiques... Voilà. Et l'autre chose, c'est vrai que les adjuvants aident, bien entendu, renforcent le pouvoir immunogène, mais que là aussi, il faut être extrêmement attentif parce que autant... Quand on met un vaccin sur le marché, comme vous l'avez dit, on a testé déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc les événements communs, relativement communs, ceux-là sont détectés et personne n'a intérêt à vendre un produit qui va donner des effets secondaires communs. Mais il existe des effets rares. On parle des adjuvants. On sait qu'avec H1N1 et les adjuvants du cholestérol, on a eu des narcolepsies. Donc ça veut dire des gens qui s'endormaient pendant la journée. C'est pas que c'est très fréquent. On l'a vu très vite.
Oui, parce qu'il y avait un type malin. C'est ce qui est si compliqué dans les événements rares, il faut un docteur malin. Voilà. Et donc, il y a un Finlandais qui a trouvé que... Oui, mais c'est pas sûr que H1N1, vaccination H1N1, narcolepsie, pas de problème. Par contre, est-ce que c'est l'adjuvant? C'est pas du tout démontré. En tout cas, c'est l'adjuvant et H1N1, puisque les Américains n'utilisaient pas les mêmes adjuvants et qu'il n'y a pas eu de cas de narcolepsie qui a été déclaré. On va s'arrêter là parce qu'on n'a plus de temps. Mais plus de choses, évidemment, dans votre livre, professeur Didier Raoult. La vérité sur les vaccins, c'est chez Michel Lafon. Merci à tous les trois d'être venus. Sachez que demain, on répondra à vos questions sur les accidents domestiques. On verra comment on peut les prévenir. Vendredi, il sera question de la souplesse. L'émission de vendredi étant enregistrée demain matin, on attend ces questions dès à présent. Et puis moi, je vous retrouve ce soir à 20h40 sur France 5 pour Un monde en face consacré au suicide d'un proche, avec un documentaire tout à fait remarquable avec des parents, des proches qui racontent ce qui leur est arrivé, comment ils se sont reconstruits, et un débat qui suivra pour savoir comment on peut prévenir le suicide des proches. Voilà, c'est tout à l'heure à 20h40 et je vous retrouve demain avec Michel à 13h40 et nous on se retrouve mercredi. À la semaine prochaine. Voilà. Bonne journée. Au revoir, bon après-midi.